Alors, comment on devient secouriste professionnel en France? Eh bien, figurez-vous qu'un tout nouvel arrêté de 2024 vient de tout remettre à plat. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce parcours, étape par étape, pour bien comprendre ce qui change. Allez, on se lance. Attention, ici, on ne parle pas d'une petite initiation au secourisme, hein. Non, non. C'est vraiment la norme professionnelle. C'est le standard pour tous les acteurs de terrain, que ce soit les sapeurs-pompiers en intervention ou les équipes de secours sur les festivals. En bref, c'est la pierre angulaire de toute la chaîne de secours en France. Alors ce parcours, comment il s'organise? C'est simple, il est structuré en deux grandes étapes. On va regarder ça de plus près. La logique derrière tout ça, elle est hyper simple, c'est progressif. On commence par le PSC1, donc premier secours en équipe niveau 1. C'est la fondation, le socle de tout. Et une fois que cette base est bien solide, eh bien on peut passer au niveau supérieur, le PS2. Là, on va chercher des compétences plus pointues et on commence à toucher à la coordination d'équipe. Bon, première étape donc. On vise le titre de secouriste. Et pour ça, il faut décrocher le certificat de niveau 1, le fameux PSE1. Ce qu'il faut bien comprendre avec le PSE1, c'est que ce n'est pas juste une liste de gestes à apprendre par cœur. Pas du tout. C'est un système complet. Ça va du cadre juridique à la protection sur les lieux d'une intervention, en passant par le bilan de la victime, la communication. En fait, tout est conçu pour que l'action soit structurée, réfléchie et efficace, peu importe le contexte. Et là, on voit vraiment comment tout ça s'imbrique. C'est comme un puzzle. On a le cadre légal d'un côté, la prise en charge très concrète de la victime de l'autre, et entre les deux, la transmission d'un bilan hyper clair. Chaque pièce est connectée. Le but final, une efficacité maximale sur le terrain, évidemment. 35 heures. Voilà le chiffre à retenir. Et attention, c'est un minimum. Il n'y a pas de négociation possible là-dessus. Ça en dit long sur le niveau d'exigence de la certification, non? C'est un vrai investissement en temps et en énergie. Et la philosophie de cette formation est très claire, la priorité, c'est l'action. Le texte officiel martèle l'importance de la pratique, parce qu'en situation d'urgence, soyons honnêtes, chaque seconde compte. Les gestes, ça doit être des réflexes, pas un truc qu'on essaie de se remémorer d'un cours théorique. L'idée, c'est d'apprendre à faire, et pas seulement à savoir. Et bien sûr, on ne repart pas avec le certificat comme ça, par magie. Le parcours est super balisé, avec plusieurs types d'évaluations. Il y a des évaluations formatives, pour apprendre de ses erreurs, des évaluations sommatives, pour valider ce qu'on a appris, et surtout un contrôle continu des gestes pratiques. L'objectif, c'est d'atteindre une maîtrise quasi parfaite. Ok, le PSE1 est validé, c'est en poche. Et maintenant, eh bien on peut passer au niveau supérieur, direction le PS2, pour devenir cette fois équipier secouriste. Alors là, avec le PSE2, on change clairement de dimension. On n'est plus seulement dans l'assistance. Il s'agit de gérer des situations bien plus complexes, de maîtriser des techniques d'immobilisation beaucoup plus pointues, et surtout, on commence à toucher du doigt la coordination des secours. C'est vraiment un premier pas vers des responsabilités de leader. En résumé, le PSE2 prépare à être super efficace en équipe, et même à prendre la tête d'un binôme. L'idée, ce n'est pas de remplacer ce qu'on a vu en PSE1, pas du tout. C'est de construire par-dessus, d'ajouter des couches de compétences pour pouvoir gérer des scénarios plus compliqués avec plusieurs intervenants à coordonner. Pour y accéder, les conditions sont assez directes, il faut toujours avoir 16 ans minimum, mais la grosse condition, c'est d'avoir un PSE1 valide et surtout à jour de sa formation continue. C'est complètement logique et même indispensable pour pouvoir suivre. Et pour cette deuxième étape, on part sur 28 heures minimum. Encore une fois, c'est un engagement important. Ce volume horaire, il reflète bien la densité des nouvelles choses à apprendre pour devenir un équipier secouriste vraiment complet. Ok, mais une question se pose. Qui s'assure que ces formations sont de bonne qualité? Eh bien, le décret est super strict là-dessus et impose des règles très claires aux organismes formateurs. On va voir les plus importantes. À l'heure du tout numérique, la question est inévitable. Est-ce qu'on peut faire cette formation 100% en ligne depuis son canapé? La réponse est un non catégorique. Le décret est intraitable sur ce point. Aucune formation ne peut se faire uniquement à distance. Alors oui, on peut imaginer des aménagements pour la partie théorique, mais la pratique, les gestes, ça reste le cœur du réacteur et c'est obligatoirement en présentiel. Autre règle d'or pour la qualité, pas de sous-traitance. C'est interdit. Seul un organisme qui a reçu l'agrément officiel a le droit de dispenser la formation. C'est une barrière essentielle pour éviter les formations de mauvaise qualité. Bon, on a vu pas mal de choses. Pour que tout soit bien clair, on va résumer ça en 5 points clés. C'est vraiment l'essentiel à retenir de ce nouveau cadre. Allez, c'est parti pour les 5 piliers qui définissent cette filière opérationnelle. Premier point, une structure super claire en 2 niveaux. D'abord le PS1, c'est la base, le socle. Ensuite le PS2 pour aller plus loin et apprendre à coordonner. C'est simple, logique et ça permet de monter en compétences pas à pas. Deuxième point, des durées minimales bien définies et non négociables. On se rappelle, 35 heures pour le PSE1, 28 pour le PS2. Et super important pour que tout ça reste valide, il y a une formation continue d'au moins 6 heures par an. C'est la seule façon de garantir qu'on reste au top niveau opérationnel.
Troisième point, et c'est crucial, le 100% en ligne, c'est non. Même si une petite partie de la théorie peut se faire à distance, la formation ne sera jamais totalement dématérialisée. La priorité absolue, c'est, et ça restera toujours, la pratique, le terrain. Au final, ce nouveau cadre vient vraiment redessiner les contours d'une compétence qui est juste essentielle pour notre société. Ça ouvre une question intéressante pour l'avenir. Face à tous les défis qui nous attendent, que ce soit les crises climatiques ou les très grands événements, quel va être l'impact réel de ces secouristes formés avec des standards encore plus élevés sur notre sécurité à tous? C'est une excellente question à méditer.